Moi, je respecte les zones humides, humblement, parfois je les visite. Elles émanent des bonnes ondes, elles sont l'origine du monde. Messieurs, bonjour. Les zones humides sont l'origine du monde, en tout cas c'est le point de vue des Cabochards, un groupe du Rialais dans le Tarn, enregistré lors de la dernière fête des Sagnes. Si vous nous rejoignez, je suis Frédéric Danwé, merci d'être là. Si vous êtes là depuis ce matin, eh bien, ça fera 3 fois donc que vous subirez cette introduction à cette 10e journée mondiale des sols, enfin journée au pluriel. Cette journée est une semaine en fait, mais appeler les JMS SMS, évidemment, ce serait un peu étrange. Donc gardons les JMS. 10e journée mondiale des sols dans le monde et en France aussi. Depuis 2014, en France, cette JMS est organisée par l'Association française d'études du sol. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 1er décembre, 335e jour de l'année et c'est la 3e émission spéciale C'est dans le sol, ce webinaire modeste et génial créé il y a 3 ans lors de la crise du Covid par la coopérative Rhizobium, par la non moins modeste et géniale Céline Thomas, qui est aux manettes là derrière. Vous ne la voyez pas, mais moi je sens sa présence. Cette journée mondiale des sols, pardon, ces 3 webinaires qui s'insèrent, cette journée qui s'insère dans un programme qui durera 8 jours, quand je vous dis que JMS devrait s'appeler SMS, qui a débuté hier avec pas moins de 1000 étudiants. Cette année, une innovation. La FES n'était pas seule à organiser, même si c'est la maison mère, et elle était épaulée par le JSOL, le Ernest et le RMT Sol et Territoires. Et puis, il y a un contexte cette année qui était déjà là l'an dernier, mais un contexte plus important à la directive cadre sur les sols, point un peu plus que son nez. On en était au bout du nez l'an dernier, on en est presque à 2 narines aujourd'hui. On va y arriver. Et ça risque de changer les choses. Et en tout cas, c'est la preuve que les sols, pas les Saônes, c'est mon département, que les sols deviennent un acteur social, si ce n'est politique, en tout cas un objet de discussion important pour tout le monde. Cette année, le thème choisi par la FAO est le suivant, Soil and Water, Source of Life, qui a été traduit par la FES en rôle du sol dans le cycle de l'eau. Ce matin, ça a été le rôle du cycle de l'eau dans le milieu urbain. Tout à l'heure, c'était dans les champs et dans les forêts. Et nous allons aborder le rôle, cette fois-ci, des zones humides et des espaces naturels dans le cycle de l'eau, le sol, les zones humides et les espaces naturels. Tout ceci ne serait pas là sans la FES, l'Association française d'études du sol. J'ai arrêté de faire des jeux de mots ridicules sur cet acronyme, parce que finalement, ça marche très bien, la FES. 380 adhérents, mais ça n'est pas assez, il en faut plus. Donc, n'hésitez pas à adhérer avant la fin de l'année. Ça vous fera un beau cadeau de Noël ou des étrennes. Petit message aussi, un grand merci à Sophie Raoult, sans laquelle il n'y aurait pas tout ce que vous vous apprêtez à voir et tout ce qu'il y aura durant ces 8 journées. Pour parler des zones humides, de leur rôle, de leur impact, de leur importance, que l'on semble redécouvrir depuis la sécheresse de 2022, Christophe Ducommun, Blandine Lemercier et Jacques Thomas. Vous pouvez allumer votre caméra, vous pouvez allumer votre micro. Merci d'être là. Bon, Jacques Thomas, on vous connaît, on va quand même garder le vouvoiement pour éviter un sentiment de connivence toujours déplaisant chez les gens qui assistent à un événement. Ingénieur écologue, directeur de la SCOP Sagnes, et donc organisateur de la fête des Sagnes, où a été enregistrée la musique et nous a permis d'attendre. Christophe Ducommun, vous êtes ingénieur d'études, vous êtes pédologue à l'Agro Angers et vous êtes président de la commission zone humide de l'Association française d'études du sol. Blandine Lemercier, vous êtes également ingénieur de recherche. Pourquoi je dis également? J'en sais rien, c'est adverbé de trop. Ingénieur de recherche à l'Agro Angers. Alors, pour un petit mot d'introduction, foi de journaliste depuis maintenant fort longtemps, on n'a jamais parlé autant des zones humides dans les médias, notamment assez dans l'air où j'ai mon rond de serviette, que depuis qu'on s'inquiète sur l'eau, sur le fait qu'elle ne soit pas aussi abondante qu'on l'imaginait. Depuis la sécheresse 2022, on redécouvre l'intérêt des tourbières et de ces zones
entre deux mondes, mi-air, pardon, mi-eau, mi-terre, et on leur accorde sans doute, par effet de balancier, on n'y pensait pas avant, aujourd'hui on y pense beaucoup, un effet peut-être trop important au regard de la littérature scientifique sur le contrôle, sur un rôle important dans l'hydrologie. On va voir ça avec vous. Christophe Ducommun, tiens, déjà, une zone humide, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est? Alors, vous allez me dire, il y a, je ne sais pas combien de personnes nous regardent, 141 a priori sont des gens qui savent, mais c'est justement parmi les gens qui savent que souvent, en fait, on se rend compte qu'on ne sait pas. Donc, allez-y, qu'on ait un vocabulaire commun, une zone humide. Qu'est-ce que c'est, selon vous et selon la réglementation? Alors, on peut dire du point de vue du pédologue ou des espaces naturels, une zone humide, déjà, c'est un milieu extrême en termes de sol. C'est un milieu dans lequel il va régner des conditions de vie pour les organismes qui y vivent, pour les plantes qui y vivent, des conditions extrêmes dans le sens où c'est des milieux où l'eau remplace l'air finalement et on va avoir une absence d'oxygène. Et là, seulement des organismes très particuliers vont pouvoir s'adapter et puis vivre dans ces contextes. Et puis, ces organismes qui vivent dans ces contextes, ils vont développer des stratégies qui vont avoir une influence sur l'environnement, sur plein de choses. Et du coup, il y a des fonctions qui en émanent. Voilà. Et d'un point de vue de la législation, les zones humides, alors il y a plein de choses. Il y a des décrets, des arrêtés. Ça peut correspondre déjà à des zones qui sont inondées. Mais en termes de sol, effectivement, c'est des milieux qui vont réagir, qu'on va pouvoir percevoir alors plus ou moins facilement, du fait que le sol va être réactif. On a de la chance en sciences du sol, c'est qu'on a un réactif coloré qui est dans le sol lui-même, et on va passer par cet indicateur qu'on va pouvoir visualiser avec nos yeux pour savoir si on a affaire à une zone humide ou pas. Et ce réactif coloré porte un nom? Oui, ça s'appelle le fer. Le fer. Donc, s'il y a du fer oxydé, on est sur une zone humide, a priori. Pas tout à fait, non. C'est un peu Ah, plus compliqué que ça parce oui, que le j'imagine. fer, pour compliquer les choses, il est contenu à l'état réduit dans beaucoup de roches, si bien qu'on ne le voit pas. Il y a beaucoup de roches calcaires qui sont blanches. On n'imagine même pas qu'il y a du fer dedans parce qu'on le voit rouille. Quand ces roches s'altèrent, le fer est libéré. Le fer, la première chose, c'est qu'il va donner la couleur au sol. C'est déjà même un révélateur du climat. Ah Vous bon? savez que les sols tropicaux ou subtropicaux qu'on a Oui, déjà ils dans sont le pays orange, brun. sont plutôt orange, voilà. Et puis, en climat tempéré, ils sont plutôt bruns. Mais c'est plutôt que ce fer, quand il est engorgé, quand le sol est engorgé, il va être mobilisé, il va reprécipiter, effectivement, il va quitter certains endroits, il va être délavé, et puis il peut reprécipiter sous forme d'oxyde localisé, ou il peut se concentrer sous forme réduite, voilà, et donner d'autres couleurs bleues, vertes. Voilà. D'accord. Bon. D'accord, bleu, vert, magnifique. Je ne vous ai pas interrompu, mais dans la façon dont vous avez défini les zones humides de par les conditions particulières que doit affronter la vie, j'ai l'impression que vous auriez pu parler de la zone intertidale, de la zone de balancement des marées. Ça aurait pu le faire. Alors, c'est des zones qui sont un petit peu compliquées. C'est pas celles qui sont le plus investiguées, j'ai l'impression. Moi, j'ai eu l'occasion d'y aller et de m'embourber un peu dedans. Oui. Effectivement, là, on est sur des milieux. En plus, on a le sel, donc on est des milieux encore plus exceptionnels. Mais oui, les zones interdidales, effectivement, c'est des milieux qui sont régulièrement engorgés, même qu'il le reste beaucoup. Et ça fait partie des zones humides, effectivement. Si on veut créer des ports, où effectivement, il faut aller voir ça. Ah oui, zone où j'ai passé une partie de mes études dans la baie de Caen. J'allais chercher des Néréis diversicolores où on s'enfonçait jusqu'au nombril dans une vase putride qui sentait l'œuf pourri et toute noire. Voilà. Jacques Thomas, pour vous, c'est quoi une zone humide? Oh, mais C'est c'est pas juste du fer qui a changé de couleur. Si? alors il y a l'histoire du fer, mais il y a aussi un autre réactif coloré qui n'a pas de couleur ou quasiment pas, qui est Ah, très très zut. noir. C'est la tourbe. On a en zone continentale, si on fait exception des zones littorales, on a deux grands types majeurs de zones humides. Ce sont les tourbières, les endroits où s'accumule une litière au fil des millénaires et qui est généralement de couleur très très sombre. Et puis effectivement les sols organominéraux dont le réactif coloré est le fer. Et Donc, donc les zones humides, c'est des zones euh, où il y a comment dire une concentration excessive d'eau. Euh,
à l'endroit où la zone humide, c'est l'endroit où se révèlent ces concentrations fortes, mais quelquefois, enfin, généralement, les eaux, elles sont en transit et en plein d'endroits, elles sont cachées dans des sols qui vous paraissent sains, mais il y a des transferts d'eau, des flux d'eau. On appelle ça des transferts hypodermiques dans le premier mètre du sol. On ne les voit pas, mais c'est ce qui permet d'alimenter, souvent dans des situations de points bas, des zones humides. Donc ça, c'est sur les pentes, c'est ça, hypodermique, c'est juste sous la surface, c'est ça? C'est hypodermique, c'est sous la surface, c'est ce qui permet aux eaux, par gravité, d'arriver dans des points bas. Donc effectivement, dans des endroits où il y a des pentes, il peut y avoir des zones humides. Ça semble pas très logique, mais il suffit qu'il y ait des émergences justement des sources sur une partie de cette pente pour que ça sature le sol en surface. D'accord. Blandine Lemercier, même punition, une zone humide. Oui, Vous la bonjour à tous. définissez comment? Bonjour. Oui, alors juste pour m'apporter une petite rectification à ce que vous avez dit au début, en fait, moi, je suis basée à Rennes. Je suis bien l'Institut Agro Rennes-Angers. Mais je Ah suis oui, basée à Rennes-Angers, Rennes, bah, j'ai gardé Angers, j'ai oublié Rennes, pas pardon. grave. Donc, une zone humide, oui, effectivement, mes deux collègues les ont déjà bien définies, mais pour moi, ce sont des zones où, effectivement, qui sont marquées à la fois dans leur morphologie, la morphologie du sol, mais aussi le cortège floristique, faunistique qui se développe par la présence d'eau de façon prolongée dans le temps, en tout cas de façon suffisamment importante pour que ça marque à la fois les sols et la végétation quand la végétation naturelle existe. Donc je voulais aussi insister sur ce que vient de très bien dire Jacques, hein, sur le fait qu'il y a des zones humides très emblématiques, hein, des tourbières, des marais, euh, connus et reconnus par tous comme des zones humides. Mais les zones humides sont aussi des milieux qu'on retrouve de manière très disséminée dans les paysages, hein, sans forcément qu'il y ait de marqueurs très forts de leur présence en surface. Et donc voilà, il y a ces zones humides patrimoniales, extraordinaires, enfin, remarquables, Mhm. qu'on ne doit pas opposer aux zones humides ordinaires, je dirais, qui sont présentes un peu partout dans les paysages et qui ont des fonctions hydrologiques très importantes. Et c'est souvent celles-là, ces zones humides moins bien perçues, j'ai envie de dire, qui vont Ouais. être les premières à être affectées par les aménagements, par l'ensemble des pratiques qui les mettent un peu en danger, quoi. Moins bien perçu au sens de on ne sait pas que ce sont des zones humides. C'est ça, dans le sens où il faut faire des inventaires, soit de flore, soit de sol, euh, Mhm. plus précis. Enfin, il faut vraiment aller à leur rencontre. Elles se dévoilent moins aux yeux du public, j'ai envie de dire. C'est joliment dit. Christophe Ducommun, c'est ce que vous faites. Ça consiste en quoi, vous, pédologue, sur le terrain pour... Enfin, vous faites quoi? Alors, vous regardez la couleur du fer, ça j'ai bien compris, mais quoi d'autre? Voilà, ces zones humides qui n'en sont pas en apparence, mais qui le sont quand même. Quelle est la procédure pour aboutir à la conclusion c'est une zone humide? Ben, en fait, si on veut faire un diagnostic réglementaire, donc Ouais. déjà, il faut regarder, bien éplucher les textes pour savoir ce qui est demandé. Je dirais aussi, moi, je peux agir en tant que pédologue, mais il y a beaucoup de gens qui interviennent, qui ne sont pas pédologues. Et donc, dans ce cas-là, je pense qu'il faut aussi une formation en pédologie. Donc, deux choses, connaître les textes réglementaires, connaître, avoir des bases quand même suffisamment en pédologie, ce qui manque un petit peu, je ne vous le cache pas. Et puis après, ben, sur le terrain, effectivement, il faut essayer de rechercher déjà, même la première des situations, c'est de ne pas focaliser sur le sol lui-même. C'est déjà, parce que le sol, c'est une réponse de l'environnement. Il est en équilibre avec Mhm. l'environnement qui est autour de lui. Mhm. Hein. Et donc, déjà, c'est savoir se situer, savoir naviguer dans le paysage pour implanter sa tarière ou sa bêche ou un petit coup de tractopelle, Ça pourquoi veut pas. dire quoi, bien naviguer dans le paysage? Eh C'est-à-dire bien, que vous avez visuellement, pardonnez-moi, visuellement, vous vous dites, ah, là, il doit y avoir quelque chose. Mais qu'est-ce qui vous dit, qu'est-ce qui vous fait dire qu'il y a peut-être quelque chose vers lequel il faudrait naviguer? alors, j'ai pas de baguette de sourcier parce que, mais j'ai d'autres possibilités. Je dis toujours qu'il faut faire un SIG mental. C'est-à-dire que D'accord. celui qui a une formation en pédologie, il sait très bien que le sol va être conditionné par le climat dans un premier temps, la topographie,
la roche qui se trouve en dessous. Et ces éléments-là, en les croisant, nous permettent d'aller nous situer à des endroits particuliers dans le paysage et puis de savoir où sonder. Je dirais que ça, c'est la chose essentielle. Celui qui part juste en creusant le sol pour regarder les éléments ferreux ou la matière organique, il est pas, voilà, il n'a pas une approche naturaliste et logique des choses. Donc, il faut toujours mêler le sol et l'environnement. Et puis après, ben, effectivement, on va aller chercher ces paramètres qui se trouvent dans la législation, qui sont liés effectivement à tout ce qui est minéral, au fer, au manganèse, voilà, à l'absence du fer aussi, parce que les gens cherchent beaucoup le fer, mais l'absence, ils ont du mal de chercher la conséquence de cette absence de fer qui peut révéler une hydromorphie intense. Et puis la matière organique aussi. Et les textes réglementaires, même je dirais qu'ils sont pas poussés assez loin par rapport à la matière organique. Ils n'utilisent la matière organique qu'à partir du moment où c'est une tourbe, alors qu'il y a une progression dans la matière organique qui va s'accumuler dans le sol. C'est-à-dire en positif ou en négatif? Il y a beaucoup de matière organique ou il y a peu de matière organique? Et ben normalement, quand il y a beaucoup d'eau et peu d'oxygène, les organismes, ils vont avoir du mal de respirer, donc D'accord. c'est un petit peu comme malade, donc ils vont bouder la matière organique qui va s'accumuler dans le sol. C'est un D'accord. des rôles de ces zones humides de stocker la matière organique. Alors vous dites ça manque de pédologues ou ça manque de formation à la pédologie. Ça veut dire qu'on peut se tromper, que des bureaux d'études peuvent se tromper? Oh, à peine une fois sur deux. Ah oui, quand même. Ben, je pense qu'effectivement, c'est un peu le problème qu'on a actuellement, c'est qu'on voilà, il y a un peu de rumeurs qu'il faut chercher la fameuse tache rouille. Et effectivement, tout le monde s'engouffre dans cette logique d'acheter une tarière pour aller chercher des taches rouilles. Et derrière, effectivement, ça peut marcher dans 80% des situations, mais il Ça y a suffit beaucoup de pas. situations où on loupe des choses. Donc, il D'accord. faut se Jacques, former. C'est Jacques, essentiel. vous confirmez, il est facile de se tromper dans la caractérisation d'une zone humide. Oui, il n'est pas facile de bien faire son enquête uniquement à partir des critères qui sont dans l'arrêté de 2009. L'arrêté de 2009 a de ça d'intéressant, c'est qu'il a donné une manière d'identifier des sols hydromorphes. Mais comme il est resté sur la base de deux critères, la végétation, comme on l'a dit, et la reconnaissance des traits pédologiques d'hydromorphie dans le sol, et qui n'a pas proposé, comme le disait Christophe, une démarche d'observation naturaliste du paysage, de la topographie, de la géologie, etc. Généralement, le diagnostic ne porte jamais sur mais d'où vient l'eau? D'où vient l'eau? C'est l'essentiel. Mais en quoi c'est important, Jacques? Ce qui compte, c'est qu'il y ait de l'eau qui soit dans le Ce sol. qui compte, Pourquoi c'est de se l'eau, demander d'où elle vient? il faut se demander d'où elle vient quand on est dans une procédure, puisqu'on parlait des bureaux d'études, qui va devoir évaluer les incidences d'un projet. Et donc, si l'eau vient d'un bassin versant où on peut avoir des altérations liées au projet en question, forcément, ça aura des conséquences sur l'avenir de la zone humide. Donc, c'est extrêmement important, au contraire, de ne pas se tromper et de ne pas dire que parce que la zone humide est juste à côté d'une rivière, c'est forcément la rivière qui, par inondation, va créer la zone humide. C'est souvent faux. C'est souvent faux. Une Il zone faut vérifier. d'expansion de crue? Oui, pardon, une zone Oui. d'expansion de crue, appelons-la comme ça, c'est pas une zone humide. Mais une crue qui va durer quelques jours ou quelques semaines ne permettra pas de créer un sol hydromorphe pour tout le reste de l'année. La saturation en eau des sols doit être suffisamment conséquente en durée pour qu'il y ait réellement une hydromorphie qui apparaisse dans le sol. Donc l'inondation, il y a des champs d'inondation, c'est très bien, d'expansion de crues, mais pour créer la zone humide, il faut que le sol soit saturé un certain temps. Et le problème, c'est le certain temps. C'est la question que j'allais vous poser. C'est quoi un On certain ne peut temps? pas codifier ça dans un texte de loi, mais suffisamment pour qu'apparaisse justement ces traits d'hydromorphie et une végétation qui est adaptée. Il ne suffit pas juste d'être inondé quelques heures ou quelques semaines dans l'année. Un temps au bout duquel le fer devient orange, ou alors il n'y a plus de fer du tout et où le drosera pousse. Je résume. Oui, où il y a une réaction en fait à partir du moment où c'est pas un champ cultivé, où il y a une réaction de la végétation spontanée et on voit apparaître des espèces qui sont des espèces dites hygrophiles. Ça, on connaît maintenant bien la biologie, l'écologie des espèces et avec
l'observation de ces espèces déjà, sans même avoir à faire un trou dans le sol, on est capable de dire si vraiment le sol est affecté par une saturation conséquente pendant une grande D'accord. partie de l'année. Christophe Ducommun, quand on parle de prairie humide, c'est un abus de langage. C'est une zone humide ou c'est juste une prairie qui, de temps en temps, se couvre de flotte? Ben, je suis pas expert là-dessus, mais je dirais que les deux. C'est une prairie Bon, qui peut. Je sais pas. Là, c'est plus un naturaliste, peut-être plus un botaniste qui pourra répondre que moi. Moi, je dirais que oui, à partir du moment où c'est reconnu relativement inondé, qu'il y a pas mal de, un certain temps, comme le dit Jacques, et puis que peut-être qu'il faut une végétation, mais moi, honnêtement, je ne suis pas qualifié pour répondre à cette question. Jacques? Euh, oui, alors la prairie humide, c'est un type de végétation de zone humide. On peut la compléter, ça peut être quelque chose qui est lié à une zone d'inondation, mais ça serait une prairie inondable, par exemple, dans ce cas-là. Mais si c'est vraiment une végétation hygrophile, s'il y a des traits d'hydromorphie dans le sol, c'est une prairie humide et donc c'est une zone humide. D'accord. Euh, mais à vous entendre tous les deux, je ne vous oublie pas, hein, Blandine, ne vous inquiétez pas, hein, c'est juste pour bien comprendre les choses. Entre une zone humide de plaine et une zone humide de pente, c'est la même chose, c'est les mêmes zones humides, c'est les mêmes. J'ai l'impression que c'est différent, que c'est deux familles différentes de Il y a, zones humides. il y a- Jacques. il y a plusieurs types d'alimentation en eau d'une zone humide. Et il peut y avoir une alimentation qui est liée à la nappe d'accompagnement d'une rivière, d'un fleuve. Donc, on va les retrouver dans les plaines, au bord des fleuves. On appelle ça là des zones humides alluviales. On peut avoir des zones humides sur des systèmes de pente. On appelle ça des zones humides de type soligène. Il peut y avoir des cuvettes imperméables et là, on va avoir donc une saturation en eau du sol liée à un transfert d'eau en surface ou en profondeur dans les points bas imperméables. On parle de topogène. Et puis, il y a une autre source d'approvisionnement en eau qui est très particulière, c'est quand on est sous climat hyperocéanique, beaucoup de précipitations, presque quelques millimètres tous les jours. Et là, on va avoir, et ça concerne les tourbières, on va avoir une alimentation ombrogène liée aux précipitations. Et puis, il peut y avoir un mix, il peut y avoir des émergences, des sources, etc. Tout ça, ça peut se cumuler en fonction justement de ce qu'on aura aperçu en examinant le paysage au préalable du diagnostic. D'accord, Christophe. Oui, il y a aussi, alors je ne sais pas si tu les comprenais dedans, mais il y a aussi toutes les zones humides qui représentent le plus d'ampleur, à mon sens, qui sont les zones humides de Oui, plateau ou C'est-à-dire, de plaine, mais c'est-à-dire qui ne sont pas connectés à un réseau hydrographique, à une nappe d'accompagnement. Et c'est vrai que dans un climat tempéré, il faut vraiment toujours intégrer le sol à son environnement, même à son climat. Ouais, je ne sais pas si on va partir là-dessus, mais on lit souvent des choses comme les zones humides alimentent en période sèche, les zones humides. on va y venir à ça, on va y On venir à va y ça. venir. Mais c'est vrai que donc il y a des zones humides de plateau qui sont alimentées exclusivement par la pluie. Et ça, c'est important de les intégrer parce que ça, c'est Très des bien. zones humides qui vont fonctionner de manière temporaire. C'est-à-dire l'hiver et pas tout l'hiver, de manière saltatoire, elles vont fonctionner en zone humide et de temps en temps en hiver, par exemple un hiver qui n'est pas pluvieux ou à plus forte raison l'été, ça devient parmi les sols les plus secs d'une région. Donc il y a des zones humides intermittentes qu'on appelle des nappes temporaires dans les sols, quoi. D'accord, on va y venir, ne vous inquiétez pas. Blandine Lemercier, voilà, après ce que vous avez écouté, on sait à peu près où pourraient se trouver des zones humides parce qu'on connaît, enfin, on sait, on a les critères qui permettent de définir une zone humide et à partir de ça, vous avez établi une carte de prédiction, une carte prédictive en fonction de ces critères. C'était quoi le but au départ? Oui, alors effectivement, j'ai participé à deux projets De successifs projet. de prédiction, enfin on peut dire aussi de pré-localisation, et j'insiste bien sur le pré. Oui, plutôt que prédiction, c'est un mauvais terme en fait. Vous n'êtes pas une voyante, hein. Non, 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 mais en tout cas, voilà, on ne fait pas de la localisation, on fait de Très la bien. localisation à partir d'outils dont on dispose, qui sont des données Mhm. et aussi des algorithmes qui permettent de mettre en lien tout un ensemble de données. Donc les données, c'est celle de Jacques, c'est celle de Christophe ou il y en a d'autres? Tout à fait, il y en a bien d'autres. Donc, c'est des données d'inventaire de terrain, donc bien réelles, bien concrètes.
sur Ouais. lequel on apprend quelque part, on entraîne un modèle, un algorithme qui va être en mesure de faire le lien en disant bah, quand on observe concrètement par des critères sol, mais aussi de Mhm. végétation, Mhm. une zone humide localement, eh ben, il se trouve que la topographie est plutôt comme ci, comme ça, l'occupation du sol, la géologie, le type de sol. Et donc, comme ça, on peut, en tout point de l'espace, en reproduisant finalement ce qu'on a appris sur un certain nombre de points, hein, mais c'est plus de 200 000 points au niveau national. Donc, c'est 100 000 ou 200 000 points? plus, pardon, 140 000 points à peu près 140 000 points, d'accord. d'apprentissage. Donc, nous permettent en fait d'extrapoler finalement ce qu'on apprend D'accord. à l'ensemble du territoire. Donc, Alors, tout il y ça, a, il y a des infos scientifiques, celles qu'on vient de voir, et il y a des infos liées à l'observation sur le terrain, à la structure du paysage, à la pente, et vous disiez à l'usage du sol, vous entrez le type de culture, c'est ça? alors, on ne va pas jusqu'au type de D'accord. culture, on va vraiment à des niveaux très supra hein, d'occupation du sol, occupation naturelle, prairies, zones cultivées, mais pas beaucoup plus loin. Donc on croise tout ça, donc et on obtient une carte exhaustive de pré-localisation des zones humides. Euh, Prélocalisation, pardonnez-moi, je vous coupe, ça veut dire car où la probabilité de trouver une zone humide est voilà, importante. C'est c'est ça. ça. D'accord. Et Voilà. Et importante, c'est-à-dire à quelle marge d'erreur vous donnez? Quelle alors, marge d'erreur vous au donnez? niveau national, parce que bien sûr, on a validé ces résultats donc en faisant toute une campagne de terrain, hein, donc c'était assez important, puisqu'en 2021 et 2022, il y a eu 4200 points Mhm, spécifiquement pour ce projet de prédiction des zones humides qui ont été faits. Donc, mhm, des points complètement indépendants qui n'avaient pas du tout été mhm. utilisés pour apprendre. Et donc, il y a entre 60 et 70% des situations pour, sur ces 4200 points qu'on a D'accord. fait a posteriori qui se sont révélés justes, en fait. Donc il y a 30% de marge d'erreur quand même. Tout à fait. Alors, exactement. Donc, ça reste des modèles. Donc, forcément, c'est par définition imparfait. Donc, D'accord. par contre, voilà, on dispose de cette information au niveau national, qui peut être un très bon outil, hein. Christophe en parlait tout à l'heure, donc des bureaux d'études qui vont notamment bah, aller sur le terrain, essayer de faire leur inventaire. Christophe parlait de SIG mental. Eh ben, dans leur SIG mental, on peut introduire aussi ce type d'information qui va être, encore une fois, ce n'est pas une vérité absolue, mais qui va être un guide sur bah, où est-ce que potentiellement on va pouvoir trouver le plus de zones humides et où est-ce qu'on va accentuer l'effort de terrain. Ou alors, on va s'assurer que dans les zones où il n'y a pas eu de zones humides prélocalisées, eh ben, on va pouvoir quand même faire du terrain pour s'assurer qu'il n'y en a pas dans ces zones-là. On ne D'accord. passe pas à côté de choses, mais c'est quand même des éléments de connaissance, de structuration euh, D'accord. de la présence des zones humides dans les paysages. Et des zones Chris- humides, non seulement les zones humides remarquables, mais aussi les zones humides Qu'on ne voit ordinaires, pas, celles qui passent qu'on perçoit mal, comme souvent, vous dites. à bas bruit, on va dire. D'accord. Christophe Ducommun, pardon, ça peut permettre de diminuer cette marge d'erreur de 50% des bureaux d'études qui ont une chance sur deux de se planter Ben, à vous certainement, écouter. parce que la démarche d'un bureau d'études, c'est effectivement de chercher, avant d'aller sur le terrain, de chercher des éléments qui vont pouvoir euh, permettre de prévoir avec un certain degré de certitude, est-ce qu'on va tomber sur un endroit où il y a des zones humides. Alors effectivement, il y a la cartographie dont parle Blandine qui devient très puissante. On peut coupler à ça d'autres éléments. On peut regarder la carte géologique hein, qui peut aussi nous aider parce qu'il se passe des choses dans des sols calcaires. Toutes les zones humides ne sont pas équivalentes. C'est-à-dire qu'en milieu calcaire, le fer, il est moins réactif en fait. Et du coup, ben, ça marchera moins. Donc, il y a des éléments comme ça du paysage ou de l'environnement qui sont importants d'aller chercher. Moi, je conseille même d'aller voir des vieilles cartes de l'état-major
parce que c'est pas de la modélisation, là c'est vraiment, à une époque, il fallait faire passer des canons. Donc les gens, ils sont allés sur le terrain et ils ont vu des choses concrètement. Alors c'est peut-être un peu vieux, mais les sols, le pas de temps des sols, c'est des dizaines de milliers d'années. Sauf que l'homme, bon, effectivement, il est venu bouger des choses, mais quand on croise toutes ces informations, on y va avec une idée. Voilà, si la carte de Blandine, que la carte de l'état-major, et puis que la carte des sols dit vous avez une forte proportion de trouver des zones humides, et puis que le bureau d'études n'en voit pas, par exemple, ben, il y a un problème. Jacques, c'est une aide ou Et- c'est une concurrence? Pardon? C'est une aide ou c'est une concurrence, cette carte? Ah non, c'est une aide précieuse pour guider justement la stratégie d'inventaire sur le terrain. Et on pourrait rajouter parmi les indicateurs qui nous seraient disponibles la toponymie. Mhm. Souvent, dans les régions, les anciens ont appelé les lieux en fonction de ce qu'ils reconnaissaient comme fonction ou comme caractéristique des lieux. Et par exemple, dans le sud-ouest, dans le sud du Massif central, quand on a un lieu-dit qui s'appelle la Sagne, on Mhm. doit s'attendre à trouver un sol tourbeux ou paratourbeux, parce que ça désigne en occitan les zones humides. Mais vous avez aussi, on peut dépouiller aussi les vieilles flores à la recherche des stations, des plantes caractéristiques de zones humides. Moi, ça m'a souvent beaucoup aidé, à la fois pour chercher du patrimoine, des espèces intéressantes, et pour retrouver des localités qu'on n'aurait pas soupçonnées. Et effectivement, sur les sites sur lesquels je bosse essentiellement, qui sont des sites soligènes où l'eau n'est pas apparente et où la topographie ne permet pas de déduire qu'il y a des concentrations d'eau par ruissellement de surface, c'est compliqué et c'est souvent des sites qui échappent à la modélisation. Mais le reste du temps, oui, c'est extrêmement précieux d'avoir ces outils à condition qu'on ne s'en tienne pas à ça et qu'on aille après faire du terrain et qu'on ait du discernement à partir des Mhm. éléments qu'un naturaliste peut observer sur le sol, sur le terrain. Quel est le maillage, Blandine Lemercier? Alors, cette carte est disponible donc avec un maillage de 5 mètres. Donc, ça veut dire 5 mètres? que la France est découpée en un quadrillage, on va dire, un raster pour. On a du mal à avoir des cartes précises des sols au 250 millième, mais vous êtes Ouais, au 5 millième. oui, voilà, on est comme Mais c'est ça. miraculeux, mais comment vous faites? Ben, en fait, c'est les outils de modélisation et surtout le fait d'avoir des données, notamment sur le relief, qui sont très, très précises, donc qui permettent d'arriver à ces résolutions. Mais alors là, c'est tout là l'accompagnement nécessaire en fait de ces cartes-là, puisque il faut pas une résolution très fine peut faire croire de façon un peu abusive à une précision très grande. Faut pas Oui, parce que confondre. ça paraît presque contradictoire. Vous dites qu'il y a 30% de marge d'erreur, mais on est précis Oui, à 5 mètres près. Voilà, c'est faut pas bizarre. confondre en fait la résolution, donc la taille du pixel, D'accord, et la justesse en fait, la certitude avec laquelle on fait la prédiction. d'accord. Euh, Anne-Sophie Quest sur Internet vous pose la question que je vais vous poser. Est-ce qu'on peut la voir, cette carte? Au moins, alors à la consulter, il y a un site, je suppose, idoine. alors, du coup, donc j'ai pas eu le temps de préciser au tout début qu'en fait ça c'est un programme qui a été sollicité et financé par le ministère en charge de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Et donc, qui a été mené notamment par Patrinat. Donc, dans Patrinat, il y a l'OFB, mais aussi le Muséum national d'histoire naturelle. Vous penchez pas trop vers la gauche parce que votre tête est coupée. Pardon. Vous n'avez plus qu'une L'Université demi-tête. de Rennes Merci. 1, donc de Rennes 2, pardon, donc Mhm. une équipe de géographes, l'INRAE, l'Institut Agro Rennes-Angers, et puis la Tour du Valat. Donc voilà, tous ces partenaires ont répondu à cette commande finalement du ministère et les données sont disponibles sur le site de l'INPN, donc l'Inventaire national du patrimoine naturel. D'accord. Donc Et l'INPN, et il y a un réseau en fait que sans doute un certain nombre d'auditeurs connaissent qui s'appelle le réseau partenarial des données sur les zones humides. Donc, il diffuse tout un ensemble de données nationales, mais aussi des données locales qui visent en fait à rassembler un petit peu tout ce qui existe en matière de d'accord. connaissances sur les zones humides. Et donc, Donc c'est en accès libre, ce sont des données libres, hein. tout à fait, oui, oui, c'est des données
publiques, acquises sur des fonds publics, Mais qui vont permettre de gagner de l'argent au bureau d'études. Pourquoi vous peut-être. ne les vendez pas? Mais non, en fait, parce que, comme je vous l'ai dit, ça c'est vraiment des informations de prélocalisation qui ne remplacent On est aucunement, d'accord, mais ça facilite le travail des bureaux d'études de toute façon. au même titre que d'autres, D'accord. ça participe en fait à améliorer la connaissance collective et la prise en compte en fait des zones humides. Mais quelque part, au contraire, enfin, ça doit inciter à encore améliorer la connaissance. Parce qu'en fait, Jacques? certaines zones humides, effectivement, certains types de zones humides qu'on a encore du mal à estimer malgré Mhm. tous les outils Jacques? dont on dispose. Et je pense que normalement, bien utilisé, c'est un outil qui va permettre de faire des économies pour les collectivités qui auront Mhm. besoin de mieux connaître leur territoire et non pas être vendu par des bureaux d'études d'une façon brute comme ça. Ce serait assez stupide. Je pense qu'on l'a assez dit. Cet outil ne suffit pas Mhm. pour identifier des zones humides. Vous pouvez nous en montrer une de carte, Blandine? Ou c'est compliqué là? Non, Si c'est compliqué, s'il y a un risque qu'on ne vous voit plus du tout, on oublie, hein. je peux essayer. Hop, En juste en principe. changeant mon fond d'écran. Donc là, Allez-y, voilà. décrivez-nous ça. Donc, vous voyez la carte, en fait. Alors, du coup, moi, je l'ai en tout petit, donc c'est un petit peu difficile pour moi. Mais c'est la carte donc, de prédiction des milieux potentiellement humides, enfin, des milieux humides prélocalisés. Donc, on retrouve, en fait, un certain nombre de zones humides très emblématiques, mais il faudrait, en fait, zoomer beaucoup plus. Donc, les auditeurs pourront le faire après sur les Mhm. données pour voir un petit peu tout le détail, en fait, qu'il y a derrière ces cartes-là. D'accord. Je vois le département du Nord qui est tout, c'est le mien, hein, qui est tout bleu. Il n'y a que des Ouais. zones humides, donc potentiellement dans le département du Nord. Oui, après, il faut se méfier de Hein? l'effet d'aplat de couleur et effectivement, faudrait zoomer un petit peu plus. Donc, j'aurais juste précisé en fait que le Patrinat en fait, a organisé des ateliers locaux donc dans 10 bassins versants partout en France, justement avec des utilisateurs potentiels de ces cartes-là, pour voir un petit peu quel était leur premier retour, leur première opinion sur ces cartes. Alors, il se trouve que la majorité des personnes qui ont participé à ces ateliers trouvent que l'estimation est plutôt bonne des zones humides. Et quand même, un certain nombre trouvent que ces cartes surestiment D'accord. l'étendue des zones humides. Donc, à mon sens, il vaut mieux que ça aille dans ce sens-là que de sous-estimer ces zones-là. D'accord. Il y a Corentin Olive sur Internet qui vous demande 30% de marge d'erreur. Est-ce que ça veut dire que les 70% à coup sûr, c'était des zones humides? C'est-à-dire sur les vérifications, 70% des 4200 points que vous avez vérifiés, voilà, 70% étaient effectivement des zones humides. Je ne Non, précise. Ah, non, correspondait en fait à ce qui était prédit. d'accord. C'est-à-dire étaient des zones humides si elles étaient prédites prélocalisées comme des zones humides ou des zones non humides si elles étaient prélocalisées comme telles. D'accord. Une autre question pour vous, Sylvain Cholet. Les mêmes données que celles disponibles sur le site AgroCampus Ouest. Alors voilà, donc on y vient non, donc je vous ai dit au tout début que j'avais Hum, travaillé sur deux projets hum. successifs. Donc ce qui est disponible sur le site d'AgroCampus Ouest, maintenant Institut Agro Rennes-Angers, c'est ce qu'on avait fait en 2014 en fait, lors d'une première demande du ministère. À ce moment-là, en fait, on avait travaillé à une résolution non pas de 5 mètres, mais de 50 mètres. D'accord. Voilà. Et donc, depuis, en fait, il y a eu des nouvelles données sur les sols, sur la végétation, des nouveaux outils, des nouveaux partenaires dans le projet qui ont fait qu'on a pu progresser. Et de fait, la nouvelle carte donne des résultats euh, meilleurs en termes Mhm. de De probabilité. validation que ceux D'accord. qu'on avait fait Et est-ce en... qu'ils seront encore meilleurs dans le futur, vous demande Kevin Martin. Est-ce que la prélocalisation des zones humides nationales a pour vocation d'être améliorée avec des sondages futurs? Oui, tout à fait. Alors avec des sondages, mais aussi des données différentes. Notamment, il y a des nouvelles données satellitaires donc, obtenues à partir de radars qui permettent d'avoir une estimation de la teneur en eau dans le sol à la surface du sol. Donc ces nouvelles données-là
pourront notamment nous aider à prédire une catégorie dont Jacques a un peu parlé, de zones humides qu'on a encore du mal à prédire, qui sont les zones humides de pente, en fait, D'accord. puisqu'elles ne sont pas reliées directement au relief, donc elles sont un peu plus compliquées à prédire avec les outils dont on dispose. Votre logo est donc fort bien choisi, hein. On a des massettes, on a quelqu'un qui est sur le terrain et on a un satellite. Exactement. Jacques et Christophe, on peut reconnaître du ciel, enfin supposer depuis le ciel que l'on aurait une zone humide. Christophe, Jacques? Moi, pas du tout spécialiste, je D'accord. confirme. Jacques? Mais, mais déjà, il y a 20, 30 ans, même plus, on utilisait les orthophotos Ouais. de l'IGN pour trouver, grâce à la structure de l'apparence du sol, de la couverture végétale, les zones humides. Oui, il n'y a aucune raison, avec l'amélioration des capteurs, hein, et notamment ceux qui sont capables de mesurer la teneur en eau des sols, c'est forcément des progrès intéressants. Oui. Ça n'enlèvera pas le besoin de diagnostiquer sur le terrain et de s'y rendre, mais ça va aider à la prospection. D'accord. Il y a une question pour vous deux, Jacques et Christophe, d'Alexis Violo. Savez-vous si les départements, les DDT, imposent des périodes fixes d'investigation des zones humides? Il est en effet difficile de voir les marqueurs oxydation du fer au 15 août, alors qu'en automne-hiver, ils sont bien plus visibles. Alors oui, oui, les DDT euh, proposent, même dans l'arrêté, il y a écrit d'y aller plutôt, d'aller sur le terrain plutôt l'hiver pour voir, je crois si je ne m'abuse, la réalité d'une nappe dans l'eau. Mais moi, je suis pas toujours d'accord avec ça, hein. En fait, l'arrêté n'impose rien, il donne une proposition, mais j'ai des cas particuliers où on voit mieux les choses l'été. Je prends un exemple, les sols, la difficulté la plus rencontrée, c'est sur terrain cultivé. Or, sur terrain cultivé, on laboure le premier horizon, on ajoute de la matière organique. Et la plus grosse difficulté, c'est de pouvoir observer ces traces minérales qui sont un peu cachées derrière cette matière organique qui est d'apparence foncée. Or, la matière organique, elle s'exprime mieux à l'état humide. Donc, et j'ai eu des cas de contre-expertise où je suis allé et c'est le bureau d'études qui a observé l'été qui a eu raison. Hein. Et donc, une des choses que je propose, c'est si vous n'arrivez pas à observer, eh bien, peut-être ramener l'échantillon chez vous. La matière organique va devenir toute palote et vous allez commencer à avoir des traces. Hein. Donc, alors, effectivement, hein, pour plusieurs raisons, l'hiver, c'est quand même mieux parce que on se fatigue moins. Il y a des gens qui descendent pas et l'arrêté propose de descendre. Donc, je suis fatigué n'est pas une raison valable pour dire j'arrête le sondage. Donc, on passe plus facilement. Le caillou à l'intérieur, on le pousse. On observe la nappe, mais observer la nappe, ça veut rien dire parce que c'est effectivement on sait qu'elle est là, mais quand on la voit pas, ça veut pas dire qu'elle est pas là non plus. Donc l'hiver, c'est plus facile, on voit mieux des choses, mais je dirais que c'est à l'observateur d'être conscient si son sondage il est bon ou pas. S'il fait 10 tours à l'intérieur, qu'il a creusé 1 centimètre, il a meulé le sol, il verra rien. En revanche, s'il arrive à creuser l'été, moi ça me va. Bon, il faut creuser jusqu'à combien, Jacques? Eh, la doctrine veut qu'on creuse jusqu'à la longueur de la tarière qui est vendue dans le commerce, en général 1,20 m. Mais je pense que cette doctrine vient simplement d'un intérêt tout à fait lié à la longueur normalisée des tarières. C'est tout. Mais c'est vrai que il faut avoir une bonne idée de ce qui se passe dans les premiers mètres du sol. Dans le premier mètre du sol, c'est évident. Mais maintenant, D'accord. voilà. Oui. Oui, Jacques, vous vouliez ajouter Non, quelque non, chose? c'est bon. Non, 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 c'est bon. D'accord. Une question de Jean-Sébastien Moquet pour vous. En parallèle de cette cartographie, la répartition des zones humides, a-t-on une idée de la profondeur des sols associés? Enjeu, stock de carbone, réservoir d'eau, réservoir utile, comme on l'a défini tout à l'heure dans le précédent webinaire. Blandine? Mais Oui, pardon, Jacques. ça, c'est une chose, pardon, hein, qu'on va estimer site à site en faisant cette fois-ci des sondages un peu complets. Donc, surtout sur les tourbières, parce que ça, c'est une information qui nous est précieuse. Quelle est la profondeur du gisement tourbeux? Est-ce que c'est 50 centimètres? Est-ce que c'est 7 ou 8 mètres? Et on va pouvoir comme ça faire un carottage et observer les différents types de tourbes qui peuvent s'accumuler au fil des ans et avoir une idée de l'histoire du site, sans parler après de faire des prélèvements pour étudier les pollens qui sont fossilisés aux différents niveaux.
Blandine? Oui, effectivement, là, nous, sur les points qu'on a relevés, donc les 4000 et quelques, hein, on a l'information de l'épaisseur du sol, mais de façon ponctuelle. Il n'y a pas eu de travail de fait, de généralisation de cette information-là. Juste, du coup, je me permets Mais d'avoir la parole permettez-vous. sur donc, ce que disaient Christophe et Jacques, donc sur effectivement la période d'observation et les conditions d'observation optimales. Et sur aussi l'épaisseur de prospection. En fait, on dit on peut s'arrêter à 80 pour pouvoir classer notre sol dans le critère réglementaire. Mais moi, je dis toujours, en fait, aux personnes que j'ai l'occasion de rencontrer, il faut vraiment aller au maximum possible parce que ça nous permet d'améliorer cette connaissance globale qu'on a du sol. En fait, ce qu'il y a en dessous donne aussi des informations sur d'où vient l'eau qui va s'accumuler et puis sur quels matériaux géologique s'est formé le sol et tout ça est très informatif. Et donc, effectivement, je vois bien la difficulté des fois de certains bureaux d'études qui ont des temps à passer limités sur chaque site et qui perdent bien souvent cette vision continue, un peu plus large de la parcelle sur laquelle ils travaillent parce qu'ils sont mandatés pour travailler sur une parcelle. Bah oui, ils ont le nez sur la tarière, ils n'arrivent pas à le lever. Souvent, voilà, ils sont déconnectés de ce qui se passe dans le versant et plus largement dans le paysage. Donc moi, quand les gens me sollicitent parce qu'ils ont des problèmes d'interprétation, souvent je les incite aussi à aller voir dans la parcelle, dans une autre parcelle à proximité immédiate qui se trouve dans le même contexte de matériaux parental, le même contexte d'occupation du sol, mais là où on suppose qu'on est en dehors de la zone humide et ça permet d'avoir un différentiel parce que ce que disait Christophe sur la couleur de la matière organique, sur les tâches qui peuvent être difficiles à voir, le fait de pouvoir comparer deux situations, une où le sol est affecté par l'hydromorphie et une où il ne l'est pas, eh ben, il y a des choses qui paraissaient pas claires et qui finissent par sauter aux yeux à ce moment-là. D'accord, donc cela réclame trois choses, donc du temps, de bonnes connaissances en pédologie et puis une lecture approfondie du paysage, ce qui revient au premier élément, c'est-à-dire il faut du temps, voilà, du de temps la de la culture. formation. Ouais, Samuel Riverain vous pose une question, décidément, cette cartographie probabiliste, on ne va pas dire prédictive, interroge, donc, question pardon, de Samuel Riverain, est-ce qu'un professionnel ou un bureau d'études, question intéressante, peut corriger cette cartographie des milieux humides après une phase de terrain, vu que c'est en open data, a priori? Alors, open data, ça veut dire qu'on met à disposition l'information, mais l'étude n'est pas forcément structurée pour pouvoir faire remonter en fait D'accord. des erreurs. On peut toujours, qui dit données en open data, dit des métadonnées, qui dit métadonnées dit un contact en fait à qui on peut éventuellement faire remonter, mais dans la structuration actuelle du projet, il ne me semble pas qu'il y ait un dispositif prévu pour. Mais Et puis ça pourrait introduire des erreurs, si tant est que la personne se plante. oui, mais ça peut être intéressant aussi d'avoir un retour, une remontée d'informations. Est-ce que l'information Mhm. de la carte était correcte ou pas? Enfin, c'est vrai que c'est des choses qui sont Oui, mais pas. est-ce que l'information qu'on vous fait remonter elle-même est correcte? Donc, il va Oui, falloir mais la vérifier et on n'en toujours, sort plus. Mhm. Mais bon, Euh, comparer les informations, c'est quelque chose qui peut être, je pense, intéressant. Christophe Ducommun, question pardon, de Véronique Gouraud, quels sont les outils, question basique, j'aime bien les questions basiques, quels sont les outils pour évaluer le fonctionnement des zones humides, quels sont les minima, pardon, les paramètres à suivre pour estimer leurs évolutions et à quelle fréquence? Je peux revenir 30 secondes sur les questions précédentes, sur l'épaisseur du sol Oh, mais bien, oui, et la oui, si vous ne profondeur prenez pas 2 heures, oui, oui, intérieure. bien sûr, allez-y. Par rapport à l'épaisseur du sol, en fait, le sol, effectivement, sur les taupes, c'est un peu plus compliqué. Mais il ne faut pas oublier que le sol, c'est toujours une réponse de l'environnement, le SIG mental. C'est-à-dire, si vous regardez autour de vous, vous allez avoir des indications. En bas de pente, on a l'habitude de savoir qu'on a de l'érosion sur les pentes la plupart du temps. Donc, ça ne marche pas à tous les coups. Mais en bas de pente, vous avez des sols plus épais. Sur des plateaux, généralement, on a une altération plus profonde des sols. Ça ne marche pas à tous les coups, mais souvent, on a des sols plus épais. Donc, c'est ça l'idée du pédologue naturaliste, de prévoir un petit peu l'épaisseur du sol. Et sur la profondeur de prospection à l'intérieur, souvent les bureaux d'études ou les gens qui font de la prospection, ils vont avoir à faire beaucoup de points. Et le sol ne change pas si souvent que ça. Donc moi, ce que je préconise, c'est de connaître la répartition des grands types de sols avec
une profondeur suffisante à l'intérieur. Mais après, pour placer la limite précise, moi, je tolère et je suis en train d'essayer d'écrire un petit cahier des charges pour que les bureaux d'études puissent faire des points bonus. Il faut les appeler bonus pour pas qu'ils viennent dénigrer le travail fait. Ou si c'est une histoire de 25-50 cm, eh ben on prospecte que là si ça peut permettre d'affiner la limite, c'est du bonus. Donc voilà, le temps c'est de l'argent et puis il faut être logique. Il faut pas perdre voilà, sa santé et son argent. Bon, alors, question de Véronique Ah Gouraud, oui, vous la reposez. la question c'était est-ce qu'il y a des outils pour évaluer Quels sont les outils pour évaluer le fonctionnement des zones humides? Voilà. Alors, des outils, ça veut dire quelque chose qui se remplace. Donc, il existe une méthode nationale, un guide pour essayer d'évaluer à partir d'observations de terrain les fonctions des zones humides. Il est bon, je pense opérationnel. Je l'ai jamais vraiment utilisé, mais il me semble un petit peu long à pratiquer. Ça demande du temps. Il faut que, à mon avis, que les bureaux d'études soient formés. Et puis pourquoi pas passer par ce guide. Mais j'avoue que j'ai pas de recul là-dessus. Et puis il y a aussi, c'est un peu ce que disait Jacques au départ. C'est toujours cette approche naturaliste. Moi, je reviens toujours là-dessus. Si on veut faire de la délimitation zone humide, il faut acquérir le sens du terrain. Et c'est-à-dire que, aller savoir si on est dans une plaine alluviale, si on est dans une nappe d'accompagnement de cours d'eau, c'est quasi systématique, ça. Quand les gens sont en plaine alluviale, ils disent l'eau, ça vient de la rivière. Je leur dis, premier réflexe, allez voir l'altitude, le toit piézométrique du cours d'eau par rapport à l'altitude de la plaine alluviale. Si ça a plus de 2 mètres, c'est fini, c'est pas en lien avec la plaine alluviale. Vous voyez, il y a toute une réflexion à avoir. Alors, c'est pas un outil, c'est du bon sens, mais il y a le guide aussi national pour le faire. Et on peut mettre des piézomètres, on peut aussi utiliser peut-être, moi j'ai un réductimètre, mais ça marche pas toujours. J'ai plusieurs révélateurs colorés pour mettre en évidence le fer ferreux. Voilà. D'accord, Jacques. Oui, il y a pas mal d'indicateurs qui existent. Les indicateurs MEO, puisqu'on parlait de ça, n'ont pas toujours été faits pour suivre avec une grande finesse dans le temps une évolution quelquefois rapide d'un milieu parce qu'il a été altéré ou parce qu'on souhaite le restaurer. Donc il faut vraiment, en face de l'indicateur qu'on choisit, soit variation de la nappe, soit éventuellement variation des traits d'hydromorphie dans le sol, choisir celui qui correspond au pas de temps qu'on désire évaluer. Par exemple, justement, les traits d'oxydation dans le sol peuvent être aussi le signe d'une oxydation relictuelle, fossile, ancienne. Et ça peut induire, si on applique bêtement les critères de l'arrêté de 2009, ça va induire des mauvaises réponses en disant que ce sol, il est aujourd'hui de type zone humide, alors que ça fait quelques années, quelques dizaines d'années, qui n'a pas vu passer une goutte d'eau véritablement qui le rendrait hydromorphe. Donc là, il faut faire preuve de discernement dans l'utilisation des outils et ne pas simplement parce qu'il existe une mallette qui a été un petit peu à la mode, l'utiliser dans des contextes différents. Et c'est peut-être ce qu'on peut donner comme meilleur conseil aux gens des bureaux d'études s'ils veulent vraiment utiliser ces outils-là. Et j'ai vu qu'il y avait des questions sur justement les outils concernant la description des zones humides. On est en train de travailler à la FES, justement avec Christophe, à la mise au point d'une application numérique sur smartphone qui permettrait de guider les gens dans l'acquisition des données quand ils font des sondages pour repérer une zone humide. Et donc, toute la démarche qui serait liée au fait de travailler sur l'approche paysagère, géographique et avec des multiples informations venant de la géologie, de la toponymie, etc., pour arriver à l'interprétation d'un sondage pédologique. Tout ça, on souhaite que ça améliore grandement la pertinence des relevés pédologiques qui pourraient se faire dans le cadre d'une application réglementaire pour désigner des zones humides. Et on va chercher effectivement à essayer de collecter toute cette information dans le cadre d'un réseau national dans une base de données. Oui. Vous répondez en partie à la question de Kevin Martin. Y aura-t-il à l'avenir un téléversement des données des sondages pédologiques On l'espère, on l'espère, on y travaille et pour que ça soit en cohérence avec les données pédologiques déjà recueillies en France.
D'accord. Bon, il y a d'autres questions, mais je voudrais aborder le point que vous souhaitiez qu'on aborde, hein, Christophe Ducommun. Voilà, les zones humides de plateau. Euh, je posais la question autrement. Depuis la sécheresse 2022, je le vois bien dans les médias, je fais partie des médias, où les zones humides sont devenues l'éponge idéale. Voilà, conservez les zones humides et vous aurez toujours de l'eau dans vos rivières, conservez les zones humides et vous aurez toujours de l'herbe verte, etc., etc. Et vous nous dites que c'est pas si vrai que ça. Ben, je pense que les zones humides, depuis la nuit des temps, j'ai l'impression qu'elles ont alimenté pas mal de légendes, de rumeurs. Et, euh, et parfois, ça nous plaît de penser des choses qui sont poétiques et puis on porte cette rumeur et parfois faut le dire, on est un peu à côté de la plaque, pas toujours, hein, pas toujours en ce qui concerne les zones de tourbière de pente, ça marche bien. Il faut considérer les zones humides dans notre climat, hein, j'insiste là-dessus, dans notre climat. On a un régime hydrique qui est très sévère, c'est-à-dire que l'été, on coupe le robinet. Et il faut Ouais, voir les zones humides comme des vases communicants. La d'accord. plupart du temps, hein, la plupart du temps. C'est-à-dire qu'un vase, il va contenir sa propre eau, qui, Ouais, quand on alimente le robinet tout en haut, va pouvoir, par débordement, se déverser dans l'autre. Mais quand on coupe le robinet, l'été, chaque zone humide est finalement confinée, c'est un terme à la mode, elle est confinée avec sa propre quantité d'eau et elle ne la restitue pas. donc la zone humide de plateau, de plaine, ne travaille que pour elle-même, si je résume. L'été, quand on ferme L'été, le robinet du d'accord. climat, elle fonctionne plus que pour elle-même. Moi, ce que j'ai constaté là sur des expérimentations vers chez moi, c'est que les sols s'engorgent d'eau. Et puis, dès que le soleil apparaît, qu'on n'a plus de pluie, en 15 jours, 3 semaines, elles ont fini, dans mon contexte, de s'épancher vers les points bas. Donc, il ne faudrait pas leur attribuer non plus le fait qu'elles vont alimenter les points bas. Ça, c'est dans un monde un petit peu. C'est-à-dire que leur rôle dans l'hydrologie générale n'est pas aussi important qu'on l'imaginait, Ah, c'est ça? Ça ne là, veut pas dire qu'il n'est pas aussi important. Il est important. Il est important pour la zone humide elle-même qui va pouvoir D'accord. contenir son eau et approvisionner les plantes qui sont là, faire du fourrage plus vert plus longtemps. Donc, elles ont un intérêt, mais qui devient localisé. Et je trouve que D'accord. c'est beau de les voir comme ça parce que ça devient aussi des milieux particuliers qui se trouvent localisés et qui sont confinés. Et moi, ça me plaît aussi, cette histoire-là. Et Jacques, ça vous plaît, ça, cette eh image? ben, je crois que la confusion, et vous venez de le dire, c'est d'attribuer à une zone humide tous les attributs, toutes les Hmm. qualités, toutes les fonctions des zones humides en De général. toutes les zones humides, d'accord. Et Hmm. il y a effectivement beaucoup de fonctions qu'on peut donner d'une manière générale aux zones humides, un soutien d'étiage, comment dire, un rôle de frein dans les écoulements de ruissellement, capture du carbone, etc. Mais toutes les zones humides n'ont pas toutes ces fonctions en un même lieu. Et la grosse erreur, c'est de faire des copier-coller dans les rapports en attribuant tous ces attributs à un site donné. Et donc, on arrive vraiment à gommer finalement des intérêts. Et je suis tout à fait d'accord avec Christophe. Des zones humides de plateau avec un engorgement localisé et réduit dans le temps ne vont pas avoir les mêmes caractéristiques fonctionnelles que des zones humides sur lesquelles il y a une conductivité hydraulique, un flux d'eau en souterrain quasiment continu, permanent et important. C'est pour ça que dans certains sites, on a mené des expérimentations pour suivre sur le long terme de vastes bassins versants dans le sud du Massif central. On a équipé un panel de tourbières d'une centaine de piézomètres pour avoir des évaluations un peu fines sur des choses que l'on pressent mais qu'on n'a jamais vraiment bien mesurées. C'est quelles sont les contributions au bassin versant, au réseau hydrographique de ces systèmes tourbeux qui sont souvent assez vastes. On en a 5000 ou 6000 hectares dans le sud, Massif central, Tarn, une partie de l'Hérault, une partie de l'Aude, qui d'ailleurs ne figurent pas forcément dans la modélisation, ça échappe complètement à ça, mais qui ont néanmoins des rôles manifestement importants dans le soutien d'étiage de ces rivières-là. Et alors, c'est d'autant plus important qu'on est sur des rivières qui subissent des assécs assez prolongés, et surtout depuis une vingtaine d'années.
Et Christophe, on cesse de dire que les zones humides sont un des biotopes les plus menacés dans le monde, qui se réduit, qu'il faut les protéger. Est-ce que tout mérite de l'être à l'aune de ce que vous venez de dire? Si une zone humide ne travaille que pour elle-même, surtout si elle est petite, pourquoi pas la drainer pour faire du maïs? Ben, vous posez une question qui est plus vaste et qui me travaille un petit peu parce qu'effectivement, actuellement, seules les zones humides sont protégées. Les sols de zones humides sont protégés. C'est Et vrai. moi, je me suis aperçu que ça pouvait me gêner parce que il y a des zones humides qui sont, comme l'a dit très bien Jacques, il y a des zones humides qui sont beaucoup plus fonctionnelles ou qui vont être beaucoup moins rares dans une région. Et parfois, on dit, ben, c'est la zone humide, c'est le secteur à protéger. Et puis, du coup, on va à tout prix éviter d'aller là-dessus, mais on va compenser ou passer par ailleurs et sans doute parfois traverser des terres agricoles qui ont une super qualité. Il ne faut pas croire que l'écologie, elle est que dans les zones humides. Dans les sols aérés, il y a aussi une super écologie, des super fonctions. Et du coup, je trouve que eh bien, tous les sols mériteraient d'être préservés au regard de leur quantité vis-à-vis de leur fonction, etc. Et il y aurait voilà, une démarche à l'échelle territoriale à mener pour préserver les sols, ceux qui sont les plus menacés dans leur propre fonction. Et finalement, moi, parfois, ben, ça peut me gêner effectivement que la zone humide soit, et on y accorde plus de poids qu'aux autres sols, quoi. Et c'est le danger de la patrimonialisation, Tout on à le voit fait. partout, hein. On ne protège que certaines espèces d'oiseaux et les autres, on s'en fout. Et c'est le syndrome des réserves naturelles. On protège la réserve naturelle et puis tout autour, on chasse et on s'installe et on fait n'importe quoi. Jacques, vous voulez rajouter quelque chose? Oh, non, je trouve que Non? c'est très juste et c'est l'effet en fait du focus fait par la réglementation. Comme Mm. il n'y a que les zones humides qui sont concernées, eh bien, on ne regarde que ça, on ne traite que ça dans les dossiers qui sont instruits et du coup tout le reste est négligé. Et je suis bien d'accord que certains sites, notamment dans les fameuses zones humides de plateau, ont des contributions très très minimes. Même si le fait de se sécher en fin de printemps, eh ben, ça contribue aussi un petit peu à améliorer les conditions enfin, de non-réchauffement de l'atmosphère de la petite vallée où elle se trouve, par exemple. Donc, c'est pas Blandine tout, plus tout à fait négligeable, Blandine Le même si Mercier, ça vous fait en pas tenez compte? Excusez-moi, pardon. Oui? même si ça fait pas des volumes considérables qui sont réémis dans l'atmosphère. Blandine Le Mercier, c'est un élément dont vous tenez compte, le rôle, la place d'une zone humide dans l'hydrologie locale, ou c'est trop difficile à mesurer? Disons qu'on en tient compte, alors pas forcément dans le travail fait à l'échelle nationale, hein, mais enfin, moi je travaille aussi dans une unité mixte de recherche qui travaille donc sur les relations entre l'agriculture et l'environnement, notamment dans le massif armoricain, justement où toutes ces zones humides sont très largement imbriquées dans la mosaïque paysagère et où les cours d'eau et les ressources en eau, en fait, sont essentiellement des ressources de surface. Donc, ça veut dire que pour notre alimentation en eau, ben, dans les massifs comme le massif armoricain ou le massif central, on dépend pas de l'eau de nappe souterraine, mais de l'eau de nappe de surface. Et pour la quantité, mais aussi pour la qualité. Donc là, c'est là que ces zones humides elles vont être très, très importantes. Toutes ces zones humides qui ne sont pas des zones humides remarquables qui ne sont pas mises sous cloche, hein, qui sont des zones humides exploitées, pâturées, mais qui ont un rôle très très important dans l'épuration de l'eau. Ouais. Mhm. Parce que finalement, c'est dans ces zones-là, mais pour ça, il faut que cette eau chargée de nitrates traverse ces zones humides-là pour que justement les micro-organismes spécifiques qui vivent en fait dans ces conditions sans oxygène puissent digérer, on va dire simplement les nitrates et du coup apporter au cours d'eau une eau avec Mhm. une teneur en nitrate beaucoup plus faible. Donc ça a Et, été très largement démontré et effectivement, et il y a eu des comparaisons de bassins versants selon la quantité de zones humides sur chacun des bassins versants, de montrer que les bassins versants qui ont le plus de zones humides, finalement, ont un abattement en nitrate plus important à l'aval, quoi. mais on peut aussi dire à peu près la même chose sur la présence de haies, la présence de bosquets, etc. Je pense que Derrière vous, oui, c'est un tout, en fait. c'est un tout. C'est C'est intéressant l'image que vous avez mis derrière vous, hein. C'est vous avez un indicateur panneau de signalisation dans votre carto. Donc là, je suppose qu'on est ça. en Bretagne. Donc Vous ça, illustrez ce qu'on disait tout à l'heure, hein.
Tout à C'est-à-dire fait. Pas la de... topographie est signifiante. Oui, c'est un site internet qui est très bien fait sur les zones humides du Finistère, qui reprend un peu à l'image de ce que disait Jacques, hein, de la typonymie locale en breton, donc qui indique tout ça, le hameau de la Fontaine, la fin de l'étang, la fin de la rivière, le trou d'eau, etc., qui sont très très présents dans Oui, la typonymie. ça dit assez de choses. Alors, il y a une question assez longue de Bénédicte Métet que je vous livre, hein, qui rejoint ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. Sur les plateaux en Touraine, certaines communes sont couvertes à plus de 50% par des zones humides. La question de leur hiérarchisation, au regard de leur fonctionnalité, c'est ce dont on a parlé, est essentielle pour aider à définir les zones d'urbanisation futures. Les élus ont beaucoup de difficultés à comprendre qu'on en trouve autant et les analyses pédo sont parfois contradictoires entre bureaux d'études. Oui, et notamment au regard du ZAN, le travail de l'élu n'est pas simple sur la caractérisation et l'importance. L'importance est un regard très anthropomorphique, l'importance relative des zones humides. Blandine? Bah, je pense oui, Christophe et Jacques l'ont assez bien évoqué. Effectivement, toutes les zones humides ne se valent pas au niveau de toutes les fonctionnalités. Et je vois bien l'élu, il a un millefeuille en fait de contraintes. Et donc, il a l'objectif de faire au mieux pour le développement voilà, humain, économique de sa collectivité, tout en tenant au maximum compte de toutes ces contraintes. Et effectivement, là, ça souligne que tous les territoires ne sont pas égaux, entre guillemets, par rapport à la présence de zones humides. Et on voit bien des collectivités, des communes, des villes qui se sont installées historiquement à certains endroits parce qu'il y avait certaines potentialités, notamment la présence d'eau, hein, Mhm. se retrouvent finalement contraintes par ces réglementations. Mhm. Jacques? Ça pose le problème de notre approche très ponctuelle, parcelle par parcelle, dans les diagnostics qu'on est amené à faire. On n'a pas une approche petit territoire dans lequel on pourrait se dire, ben, s'il y a 50% de zones humides qui ont des fonctions plutôt médiocres, mais qui ont des fonctions, c'est peut-être important d'avoir 50% de zones humides, de territoires en zone humide, même avec des fonctions faibles. Et si on prend chacune de ces zones humides parcelle par parcelle, on va se dire à chaque fois que bah, c'est pas grave d'en péter une, puisqu'il y en a plein d'autres encore. Et puis c'est comme ça qu'on arrive à une érosion de sites avec la meilleure bonne volonté parce qu'on applique la réglementation, mais s'il n'y a personne qui, territoire par territoire, se mettent d'accord pour qualifier l'importance d'une multitude de sites dans un bassin versant, avant même de devoir les juger les unes après les autres, on aurait des effets beaucoup moins néfastes. On ne serait pas en train de faire une érosion de sites comme ça, tout en étant dans une approche tout à fait légale. D'accord. Est-ce que, question à 2 euros, une zone humide qui n'en est plus une parce que, il ne pleut plus sur elle, une zone humide de plateau Christophe, ou parce qu'on l'a drainée en montagne, est-ce que dès lors qu'on remet de l'eau, même si c'est 50, 60 ans, 100 après, elle redevient une zone humide? C'est pour Ça va moi. dépendre C'est pour vous deux. Alors, effectivement Christophe, allez. Vas-y, Christophe. ça va dépendre de pas mal de choses. C'est-à-dire, l'homme est un facteur influent, c'est-à-dire si on a créé des gros fossés, l'eau aura beau retraverser, il faut combler les fossés si vous voulez retrouver la zone humide, par exemple. Donc effectivement, alors, puis après, il y a aussi la manière de diagnostiquer tout ça, parce que si vous prenez les signes d'hydromorphie de type, alors, pour les spécialistes de type rédoxique, c'est quand ce fer s'est délavé puis a reprécipité par endroits, il n'y a rien qui peut le faire revenir à sa place. C'est-à-dire que même la fonctionnalité, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'eau, vous verrez toujours le sol hydromorphe. C'est ça qui est compliqué. Il est Mmh. hydromorphe, mais il n'a plus la fonctionnalité. Il a l'apparence d'un sol qui retient toujours de l'eau parce qu'il en a gardé la trace. Et puis, le remettre en eau ne va rien changer à sa morphologie. Alors, ce qu'il faut dans ce cas-là, c'est vraiment étudier les fonctions, mettre des piézomètres pour voir si on a effectivement de l'eau, pour voir si ça fonctionne. C'est pour ça que quand on veut faire de la restauration, pour repartir sur ce qu'on disait au début, penser qu'une zone humide Ah ben, je vais peut-être laisser la main à Blandine. Non, tu levais la main, Blandine? Ah, c'était plutôt en off pour compléter après. Mais... Bon, on verra ça après. Allez-y, Christophe, ensuite Jacques. Non, c'est-à-dire qu'il faut passer par des aspects fonctionnels
pas modifier, restaurer la zone humide par rapport à ce qu'on pense, comment elle fonctionne. Il faut réagir sur des critères vraiment concrets, d'où vient l'eau, ce que disait Jacques, et après mettre au point, mais instrumenter le site par des aspects fonctionnels qui sont véritablement la végétation et les piézomètres qui vont pouvoir nous permettre de savoir si c'est à nouveau en eau ou pas. Jacques, c'est éternel, une zone humide? Non, c'est pas éternel. Et puis, ça peut même être une construction humaine depuis quelques milliers d'années, parce qu'on a déforesté un bassin versant, parce que ça a permis d'avoir davantage d'eau en surface ou dans le premier milieu du sol, et que c'est ce qui s'est passé, par exemple, dans le sud du Massif central. On a bien vu que l'accumulation de tourbières, de tourbes, est concomitante avec l'exploitation des massifs, la déforestation et l'arrivée des hommes d'une façon un peu qui commençait à être intensif sur ce territoire. Ah ben là, c'est intéressant, je fais un parallèle du coup avec le débat qu'il y a eu avant. Je suis sur une pente, voilà, j'ai des arbres. Si je coupe les arbres, toute l'eau qui était là, en fait, repart sous la Ouais. surface et finira par On, s'accumuler à un endroit, c'est ça? on a montré tout à l'heure qu'il pouvait y avoir des remontées de nappe Ouais, en ayant enlevé les arbres. C'est dans certains endroits ce qui d'accord. se passe et qui peut expliquer de la constitution de zones humides de tourbières. Sur le Massif central, par exemple, ce sont des tourbières qui ont 5 à 7 000 ans. C'est tout. Alors que le retrait des glaciers et le retrait des sols gelés dans ces secteurs-là sont beaucoup plus anciens. Et donc, c'est concomitant avec l'exploitation de la montagne. D'accord. On peut créer une zone humide ex abrupto, ex nihilo, n'importe où. Je l'ai fait. Où? Je l'ai fait, mais c'est extrêmement rare. Il faut qu'il y ait vraiment des bonnes conditions liées au terrain. Par exemple, j'avais vu que dans certains endroits, bah, là aussi on est dans le Tarn, mais dans la zone plutôt de plaine, il y avait des écoulements profonds où si tu as 2 mètres de profondeur dans des systèmes de terrasses qui allaient vers la rivière Tarn, euh, suffisamment d'eau pour que si on escavait ces endroits-là, on avait une alimentation continue, une saturation du sol continue, et effectivement, ça a bien marché. Alors, c'était dans le cadre d'une mesure compensatoire qui devait se faire sur le site où il y avait eu dégradation de zones humides. On recréait les conditions dans lesquelles les zones humides qui devaient être détruites étaient apparues. C'était tout aussi artificiel la création des premières zones humides que ce qu'on a fait, mais ça peut se faire. C'est extrêmement compliqué. Et vous parliez tout à l'heure de est-ce qu'on peut remettre en eau des systèmes qui ont été asséchés depuis des dizaines d'années, par exemple sur des sols organiques, des tourbes. Il faut d'abord veiller à ce que les horizons tourbeux ne soient pas devenus comment ça, hydrophobes. Est-ce que en remettant l'eau, le sol va reprendre sa capacité à être un réservoir de flotte ou pas? Tout ça, ça se mesure. Effectivement, il faut mettre des piézomètres, il faut faire des études sur l'état de dégradation de ces matières organiques, de ces tourbes. Et c'est des choses que l'on réalise assez facilement maintenant. Il faut s'en donner un petit peu les moyens. D'accord. Je ne sais pas partir. Il y avait une question, une ou deux questions là qui ont été, qui ont disparu. On peut créer une zone humide à partir, alors, peut-être que c'est d'une mare agricole. Christophe. Alors, la mare, la plupart du temps, elle est artificielle. Et quand on a une mare, on n'a pas une zone humide. Enfin, sous l'eau, voilà, c'est un milieu aquatique. C'est pas une zone humide, c'est un milieu terrestre engorgé régulièrement. Par contre, il peut y avoir une zone humide juste dans la ceinture. Alors, ça peut être intéressant, hein, mais dans la ceinture de cette mare qui a été créée. Ouais. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire une pente trop grosse pour la mare, il faut faire une petite pente pour qu'on ait une interface avec la terre. Ah ben, effectivement, plus la berge, il y aura une faible altitude, un faible dénivelé entre le fond, et ben, effectivement, et puis à la limite, même si ça s'assèche un petit peu, ça permet un battement de Mhm. nappe, effectivement, ça peut créer de la zone humide un petit peu. Bon, ça va, j'ai tout compris. Corentin Oli avait une question pour vous. Jacques Thomas parle de soutien d'étiage pour les tourbières. Est-ce vraiment pertinent pour des sols saturés en eau en permanence et donc surtout concernés par de la circulation d'eau plutôt que du stockage? Et bon,
La saturation permanente, c'est ce qu'on voit à un moment donné, mais ce qu'il faut surtout mesurer, c'est le flux qu'il y a à l'intérieur de la tourbière ou dans une autre zone humide. Et donc, il faut mesurer les conductivités hydrauliques horizontales. Et là, on a des surprises. C'est là qu'on se rend compte que, il y a finalement énormément de flotte à circuler et saturant d'une façon permanente le sol. Mais quand c'est permanent, ça ne veut pas dire que c'est immuable. Et l'eau, elle circule. Donc, c'est un mauvais diagnostic que de dire que parce que la zone humide elle est toujours en eau, l'eau reste là. C'est faux. On n'est pas sur des eaux stagnantes. On a des systèmes d'écoulement. Et c'est justement ce qu'on est en train d'essayer de mesurer dans le bassin versant de la Goutte, dans le sud du Massif central. Christophe, oui, bassin de la Goutte qui a été instrumenté, hein, c'est ça. Il y a C'est des ça. piézomètres Voilà. partout, Alors, ouais. téléopérés, c'est ça? Il y a une centaine de piézomètres qui ont été posés. Effectivement, là, je voyais une question, est-ce qu'un seul piézomètre permet Voilà, de j'allais la tirer poser, oui. suffisamment de conséquences? Ben, ça dépend de la finesse de votre étude. Nous c'est une centaine de piézomètres dans un grand bassin versant pour être représentatif de la plupart des types de tourbières et des végétations de tourbières et de la topographie de ces sites. Ce travail se fait à l'échelle du bassin et on tirera des conclusions à l'échelle du bassin. Mais si on travaille sur un site lui-même, il est quelquefois nécessaire de placer plusieurs piézomètres et même sur un seul puits, il peut y avoir plusieurs nappes qui sont mesurées. Donc là, il faut prendre des précautions pour être certain du type de nappe, de quel niveau de nappe on réalise les mesures. Il y a pas une réponse unique à ce genre de choses. Là encore, on revient à la capacité d'observer, d'essayer de comprendre comment tout ça fonctionne pour pouvoir après l'appareiller. Christophe Ducommun. Je vous ai vu ouvrir votre micro, c'est que vous voulez parler. Ah non, j'ai entendu Christophe Ducommun, j'ai ouvert mon micro. Non, d'accord. Alors, oubliez, il n'y avait pas de question. Une question peut-être pour vous trois. Véronique Gouraud. Peut-on prévoir l'évolution des zones humides avec le changement climatique? A-t-on des travaux de modélisation sur le sujet et peut-être votre cartographie prédictive deviendrait une cartographie prédictivo-climatique, Blandine Lemercier? Oui, bah, je veux bien répondre à cette question. Alors, bon, à Allez. ma connaissance, il n'y a pas encore de tests, enfin en tout cas de projets sur ce sujet, mais j'ai des collègues qui commencent à travailler sur l'intermittence des cours d'eau en fait face au changement climatique. Donc on a dit, hein, il y a un certain nombre de modalités d'alimentation en eau des zones humides, mais malgré tout, les nappes alluviales restent une façon d'alimenter très importante les zones humides. Donc si les cours d'eau deviennent plus intermittents, c'est-à-dire s'ils coulent moins ou en tout cas pas sur tout le temps de l'année, on peut imaginer qu'il y aura aussi une incidence sur les zones humides. D'accord, Jacques. Donc, Notre travail sur le suivi des nappes dans le bassin de la Goutte est fait sur le moyen terme pour répondre à ces questions. Mais en plus, on a doublé ça de mesures d'analyse de la qualité des tourbes en faisant un état initial, en mesurant le niveau de dégradation de ces matières organiques. Est-ce que les tourbes sont, qu'on dit, fibriques, très peu dégradées, ou au contraire sapriques, très dégradées? Et est-ce que, avec le temps, après avoir euh, produit cette photographie à un temps zéro, au bout de 10 ans, de 20 ans, on observera une évolution dans la qualité de ces tourbes de surface? C'est tout l'enjeu en fait de ce dispositif expérimental où j'ai eu la chance aussi de pouvoir faire la même chose dans certains sites des Pyrénées et puis en Aveyron, en Lozère, sur des sites de l'Aubrac. Et donc on a comme ça toute une diagonale, un transect, où on a des informations maintenant de plus en plus importantes sur la qualité des tourbes dans les années de 2020 à 2023. Ce qui pourra être repris par des collègues quand nous, on sera à la retraite pour essayer de voir dans quel sens ça va. Malheureusement, le sens de l'évolution, je le sens venir. On est sur un assèchement de plus en plus important de ces espaces-là. Donc, comme il s'agit de tourbes, l'assèchement dit qu'il va y avoir de l'oxygène qui va rentrer dans ces tourbes, les micro-organismes vont se mettre à travailler, il va y avoir minéralisation de ces espaces-là.
et les sols vont devenir de plus en plus moins épais. Et on est sous un régime, en fait, probablement d'érosion de ces tourbes. Blandine. Oui, mais je voulais juste compléter par rapport à ce qu'on disait avant aussi, comment, enfin, ça fait le lien avec comment on suit l'évolution finalement des zones humides, alors pas seulement les tourbes, mais parce que Christophe a très bien dit qu'un sol voilà, qui a été hygromorphe, il n'y a pas de raison pour que sa morphologie change, et donc du coup ça devient un petit peu difficile d'un point de vue du diagnostic. Donc là, je pense que vraiment la végétation et nos collègues botanistes peuvent vraiment nous aider parce que la végétation, elle est finalement beaucoup plus, c'est des êtres vivants de taille qu'on peut voir à l'œil nu, donc elle est beaucoup plus réactive et puis et on peut faire des diagnostics en termes d'évolution, notamment sur les strates les plus basses, hein, donc les strates herbacées. Les arbres, bien sûr, bon, on l'a vu un petit peu dans le webinaire d'avant, les arbres réagissent aussi au changement climatique, mais sur des temps beaucoup plus longs. Donc voilà, je pense que là, la végétation, l'étude de la flore peut vraiment nous aider à compléter notre diagnostic en termes d'évolution. Il y a Marjorie Hubertosi, quel sens pratique, qui vous demande, dans un contexte de dérèglement climatique et donc avec plus d'évaporation et moins d'eau, doit-on sauver toutes les zones humides ou en créer d'autres? Christophe Ducommun. La question est compliquée, mais Bah par oui. rapport au changement climatique, il y a quand même des choses qu'on observe quand on fait du terrain. C'est qu'autrefois, le pédologue, il commençait sa saison. Enfin, moi, en contexte de la région Pays de la Loire, on commençait notre saison de terrain où c'est facile à creuser à partir d'octobre, on va dire. Aujourd'hui, faut aller, voilà, même septembre-octobre. Aujourd'hui, on a bien décalé d'un mois. Ça veut dire qu'on a forcément un approvisionnement en eau qui est la clé, qui est plus tardif et parfois ou même l'été, enfin la saison, le stress hydrique, le déficit hydrique commence aussi plus tôt. Donc on voit bien que cette zone, cette période, cette fenêtre d'alimentation en eau des zones humides se raccourcit. Donc apparemment, en se fiant à ça, je pense que toutes les zones humides de plateau vont un peu en pâtir. Il semblerait, là je ne suis pas un spécialiste, mais que par ailleurs, le niveau des mers montant, tout ce qui serait un petit peu directement connecté, les zones humides plutôt liées aux nappes alluviales, plutôt à des altitudes basses, pourraient, elles, peut-être un peu monter. Alors après, créer des zones humides, moi, j'y crois pas trop. Blandine Le Mercier. Que dire de plus Bah, je sais pas, vous avez ouvert votre micro, c'est que vous avez à Non, dire. je ne l'ai pas éteint depuis tout à l'heure. D'accord. Alors, dernière question, celle d'Eva Lacars, un peu technique. Les zones humides agricoles pour dénitrifier, quelqu'un en a parlé, je crois que c'est vous, Blandine. Je ne sais plus. Cela serait en faveur d'émissions d'oxyde d'azote? Non. Les zones humides ont bien d'autres fonctionnalités à mettre en avant et peut-être qu'il faudrait s'attacher à réduire les niveaux d'apport d'azote aux abords de ces zones humides pour éviter ce processus. Quelqu'un a envie de dire un mot Donc oui, effectivement, le fait que la dégradation des nitrates n'aille pas jusqu'au bout de la chaîne, la transformation en azote atmosphérique peut conduire à émettre du N2O, donc qui est un gaz à effet de serre puissant. Et effectivement, en fait, voilà, l'idée, c'est d'essayer d'éviter au maximum que des nitrates arrivent dans la zone humide, qu'ils restent plutôt en amont dans les versants, là où les plantes ont besoin de cette source d'azote sous forme de nitrate. Après, je pense que la réponse à comment préserver la qualité de l'eau, elle est multifactorielle. Donc, bien sûr, on essaye de réduire à la source les émissions, mais je pense qu'il ne faut pas. Enfin, voilà, c'est une des fonctionnalités des zones humides, ces fonctions de dénitrification. Bien sûr, en aucun cas, ce n'est la seule. Et encore une fois, chaque zone humide n'a pas toutes les fonctions de toutes les ou... zones humides. D'accord. Allez, une petite dernière pour la route, elle sera pour vous, Christophe Ducommun. Question d'Alexis Violo. Comment distinguer à l'œil nu le seuil de 5% des tâches d'oxydation du fer? Bah voilà. Ouais. Eh ben, je dirais déjà que c'est pas une légende aussi, mais presque. En fait, Alors, au début, en faisant un peu ma bibliographie, effectivement, on s'est basé sur des faits qui sont
écrit dans notre Bible du pédologue pour reconnaître l'hydromorphie. Alors, il y a écrit 5%, mais si vous allez à un autre endroit de cette Bible, vous trouvez 2%. Déjà, ça met le doute. Et moi, je dis aux gens de ne pas chercher ça parce que quand ils cherchent 5%, généralement, ils cherchent 5% de traces rouille. Et là, commence l'erreur. L'hydromorphie, c'est pas que des taches rouille. Ils cherchent 5% de traces rouille. En faisant ça, on a assuré de se planter. Surtout que si vous dites 5% puis que quelqu'un à côté dit 4%, vous ne pourrez pas le contredire. C'est totalement subjectif. La façon de raisonner les choses, et moi, j'en suis venu à ce seuil-là. L'hydromorphie, c'est 0% ou 100%. On est dans une loi du tout ou rien. Sinon, eh bien, on s'expose à des gros problèmes. Et pourquoi je vous dis 100%? Parce que l'engorgement, il est généralisé dans l'horizon. Donc, il n'y a pas de raison que toute cette hydromorphie ne s'exprime pas partout dans l'horizon. Et je pense que le seuil de 2 ou 5% avait été introduit pour éviter de trouver peut-être une tache rouille qui serait liée à l'altération d'un caillou, peut-être d'une trace de brique, en disant que ce qui est anecdotique, ce qui n'est pas une généralité, eh ben, c'est pas de l'hydromorphie. L'hydromorphie, c'est une généralité. Et j'insiste sur autre chose, nulle part dans les textes réglementaires, il n'y est écrit 5%. Donc, il faut arrêter avec le 5%. Voilà ma conclusion. Eh ben voilà. Merci à tous et à toutes. Merci à Blandine Le Mercier pour nous avoir montré un exemple d'intelligence artificielle humaine. Parce que finalement, c'est de ça dont on parle. Merci à vous pour avoir bien défini les zones humides et nous avoir, comment dirais-je, noyé quelques idées reçues ou desséchées, je ne sais pas. Merci Jacques Thomas, Christophe Ducommun, Blandine Le Mercier. 2 infos à ce stade. Premièrement, les partenaires qui ont aidé à ce que vous ayez 3 émissions devant vous et 8 jours de Journée mondiale des sols. La région Centre-Val de Loire, l'OFB, Office français de la biodiversité, la Commission européenne, l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, les chambres d'agriculture de France, l'INDRA et Orléans Métropole, l'Université de Tours, l'Université d'Orléans, la Fondation Léa Nature. Et avant que vous ne nous quittiez, sachez que cette émission modeste et géniale reprendra son cours